regrettable de savoir qu'après une première phase de transition qui a été reportée aussi, où les autorités n'ont pas pu tenir leurs engagements, parce qu'au début de la transition, il a été dit aux Maliens ici que la transition serait de courte durée, de 18 mois. Ces premiers 18 mois, nous les avons connus dans une incertitude totale, avec une période de rectification qui a vu l'arrivée du colonel Assimi Goïta au pouvoir et du Dr Sogel Kokala Maïga comme Premier ministre. Nous avons eu un chronogramme électoral qui devait être mis à terme en février 2021. Les autorités n'ont pas pu tenir leur engagement. Et ce qui a valu au peuple malien une période d'embargo de la CEDEAO, parce que la communauté internationale suivait de très près ces chronogrammes électoraux que le gouvernement lui-même a soumis à leur appréciation. La CEDEAO a pris des sanctions économiques et financières contre notre pays, qui est le Mali. Les dites sanctions ont asphyxié le peuple malien à l'époque, une sanction de 6 mois environ, qui a freiné l'économie du pays, et qui a asphyxié le peuple malien. Il est quand même de mon devoir ici de saluer la résilience des populations maliennes qui ont accepté de souffrir à cette période-là, malgré qu'elles n'étaient pas en tout cas responsable de tout ce qui est arrivé au pays, mais des fautes des autorités qui ont quand même n'ont pas pu tenir leur engagement. Une seconde phase de la transition a été proposée de façon souveraine par les autorités maliennes. D'abord au peuple malien, nous, en tant qu'entité politique, nous avons été conviés à une rencontre où le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, qui est notre ministère de tutelle, nous a présenté, proposé un chronogramme de 24 mois. Un chronogramme qui a été élaboré, pris, décidé, adopté de façon souveraine par les autorités de la transition qui, cette fois-ci, s'étaient engagées à mettre fin à la transition au bout de ces 24 mois. Et nous, étant bien de la classe politique, bien sûr, on n'était pas totalement d'accord avec le chronogramme qui nous avait été présenté, mais à l'époque, c'était de notre devoir aussi, puisque les peuples maliens avaient souffert de cet embargo, on devait quand même aller à l'apaisement, parce qu'on a eu l'information que le chef d'État de la CEDEAO était prêt quand même à lever les sanctions économiques et financières contre les peuples maliens si d'aventure la classe politique malienne, la société civile et les autorités venaient à s'entendre autour d'un chronogramme. C'est à ce seul titre seulement que nous avons accepté ces propositions venant des autorités, 24 mois, qui disaient aussi que les élections présidentielles allaient se tenir en février 2024 et plus tard, le 25 mars 2024, c'était la fin de la transition. Donc je rappelle que ce second engagement a été pris de façon souveraine. C'est très important de nous appuyer sur cet aspect-là, la souveraineté de la décision, puisque cette décision vient des autorités. La dite décision a été soumise au chef d'État de la CEDEAO, qui ont adopté, qui ont validé aussi. Et plus tard, le ministre des Affaires étrangères du Mali, son Excellence Abdoulaye Diop, a présenté les mêmes décisions, le chronogramme électoral au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais je me dis quand même que cette fois-ci, nous sommes allés au-delà. Parce que pour la première phase de la transition, c'était une histoire de CEDEAO. Mais après, nous avons vu pour la seconde phase que le chronogramme a été présenté, adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui sont au-dessus des États. Donc, récemment, c'est pourquoi j'ai commencé à dire que c'est regrettable et c'est inquiétant. Parce qu'à chaque fois que les autorités prennent des engagements et après reviennent dire des choses pour annuler ou reporter ces engagements, pour ne pas les tenir, ça inquiète beaucoup. Ça inquiète la gestion d'un État comme le Mali. Et ça inquiète aussi parce que ceux-là qui sont aujourd'hui chargés de diriger notre État ont critiqué leurs prédécesseurs de n'avoir jamais tenu leur engagement. Ont critiqué leurs prédécesseurs aussi des violations des textes, des lois.
et qui sont aujourd'hui à la charge de la chose publique, si eux aussi ils viennent en violant les textes, en ne pas respecter les engagements pris, là ça inquiète beaucoup. Et pourquoi quand le gouvernement sort pour nous dire qu'il y aurait un léger retard, un léger report plutôt, nous on a vu venir la chose de très loin, parce qu'il s'agit d'un décalage bien avant 2023. Nous avons alerté les autorités de la transition qui, si on se met dans des réformes qui ne finissent pas, on risque de ne pas finir la transition. Or, une transition, c'est une période de courte durée. Nous, on n'a pas été entendus. On a alerté à plusieurs reprises lors des forats, lors des rencontres au niveau du cadre de concertation entre les ministères de l'administration territoriale et les partis politiques de la société civile. Nous avons alerté, nous avons dit attention, nous sommes en train de partir sur une pente glissante qui va nous amener à reporter, peut-être à nous mettre sous une position très, on peut dire, peu confortable. Mais on n'a pas été entendu, puisqu'il s'agissait des cartes biométriques, c'est-à-dire des réformes avec la loi électorale du 24 juin 2022. Nous nous sommes dit que nous pouvons aller aux élections avec les cartes d'électeurs qui ont permis d'organiser les élections législatives de 2020. Ces cartes d'électeurs-là existent bien sûr. Non, le gouvernement a jugé nécessaire à ce que, en février, précisément le 13, la relecture de la loi électorale le 13 février 2023, ont décidé de dire que la seule carte autorisée dans les bureaux de vote est la carte biométrique sécurisée CEDEAO. C'était là l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Nous l'avons dit, non, ne les mettez pas dans la loi électorale. Ils l'ont mis. Et quelques semaines après, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas organiser les référendums, puisque la production de la carte biométrique CEDEAO était un retard par rapport au calendrier. Donc ils étaient obligés de prendre des ordonnances lors du Conseil des ministres pour aussi réviser les dispositions de la loi électorale qui disait que seule la carte biométrique est autorisée dans les bureaux de vote. Donc cela nous a conduit à un report de 3 mois sur l'organisation des élections référendaires. Donc nous nous sommes dit que, comme il y a un report de 3 mois par rapport au référendum, mais ils ont pu quand même tenir les référendums en mois de juin et nous avons vu les résultats. Et même ils se vantaient des résultats. Tantôt, si ce n'est pas le ministre d'État qui sort, qui flatte les résultats, tantôt c'est le ministre de la Défense qui dit qu'ils ont pu sécuriser l'ensemble des opérations référendaires et que même le lendemain, ils vont en tout cas sécuriser les opérations des examens du DEF. Donc là, ça nous a rassurés, parce que quand un ministre de la Défense sort pour dire ça, donc ça veut dire déjà l'aspect sécuritaire a été balayé revers les mains, donc on ne pourra plus nous dire que non, c'est à cause de l'insécurité qu'on ne pourra pas aller aux élections, parce qu'eux-mêmes disent qu'ils ont sécurisé les élections référendaires. Et ils ont pu quand même produire 8 500 000 cartes d'électeurs, parce que c'est le nombre d'électeurs qui existent actuellement dans notre pays. Donc voilà, nous avons fait le référendum avec un score que vous connaissez bien sûr. Et après quelques mois, on vient nous dire que non, ce n'est pas possible de tenir le reste du chronogramme, donc il faut un léger report. Donc moi je regrette. Mon parti qui est le Rassemblement du Mali a dit il y a plus d'un, nous le regrettons. Nous nous inquiétons de la suite de la transition. Nous nous inscrivons toujours dans les chronogrammes électoraux jusqu'à preuve du contraire. Les autorités parlent de léger, mais léger report qui n'a pas de contenu. Parce qu'avant, on pouvait dire si c'est un report, oui, c'est reporté de telle date à telle date. Là, il y a un contenu et c'est bien précis. Mais avec le léger report qui nous a été vendu, on n'a pas entendu que les élections se tiendront à telle date. Donc nous sommes dans l'incertitude totale. Il n'y a pas de visibilité dans la gouvernance du pays. Nous l'avons aussi dénoncé un moment, puisque aujourd'hui nous n'avons pas de
plan de gouvernement, nous n'avons pas de programme gouvernemental, parce que l'ancien programme, plan d'action gouvernemental que le Dr Sobel Kokala Maïga a présenté lors de la rectification, ce programme a été expiré et il n'y a pas eu de nouveau programme par rapport à l'action gouvernementale. Et c'est pourquoi il y a, je peux dire, un pilotage à vie, un tâtonnement. Même demain, on ne sait pas ce qui va arriver dans notre pays. Et nous sommes là en attente de ces légers reports qui n'ont pas de contenu et nous les regrettons. Vous savez, vous me donnez une occasion de rendre hommage à tous ces entrepreneurs maliens et qui peut-être n'ont pas eu de soutien de la part de l'État comme il le faut et qui chaque jour se battent pour en tout cas faire bouger l'économie malienne et aussi faire avancer les entreprises et qui peut-être ne sont pas des fonctionnaires. Parce que c'est que beaucoup oublient, quand on parle d'État, il y en a qui pensent seulement à ceux qui sont salariés, ceux qui sont fonctionnaires. Au-delà, il y a de ces Maliennes et de ces Maliens qui se donnent corps et âme pour faire fonctionner l'économie du pays. C'est eux-là qui sont frappés aujourd'hui. Sinon, pas ceux-là qu'on pense être sous peut-être climatiseur, sous ventilateur, qui se plaignent de l'électricité. Moi, je pense que c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Il y a juste 2 jours, je voyais un de nos parents, Soninké, qui a perdu plus de 1 700 000 la volaille, c'est son entreprise à lui, à cause des coupures d'électricité. Et voilà des jeunes qui ont étudié, qui ont des diplômes, qui ont accepté de s'engager dans l'entrepreneuriat au Mali. Et des jeunes qui sont des exemples. Ces jeunes-là, nous devons tout faire pour les protéger. L'État doit tout faire pour les protéger. Mais au contraire, nous voyons ces derniers jours-là, et oui, ces jeunes soudairs, ces jeunes qui a un moulin, et d'autres encore qui vivent de l'électricité sont empêchés aujourd'hui de faire fonctionner leur entreprise. Et ce sont des chefs de famille qui doivent subvenir aux besoins de leur famille. Et aussi, c'est des difficultés. Et à côté, je demande à l'État aussi de les soutenir. Les soutenir, nous l'avons vu lors des crises, d'autres crises dans notre pays, telles que le coronavirus et autres. Nous avons vu l'État soutenir les entrepreneurs par d'autres moyens, peut-être en réduisant les taxes, peut-être en leur permettant aussi d'entretenir leur entreprise. Ça, il y a beaucoup de mécanismes qui permettent à l'État de les soutenir. Donc, je me dis quand même que nous sommes face à une situation inédite. Jamais, au plus grand jamais au Mali, nous n'avons connu de telles situations de coupures d'électricité. Nous n'avons jamais connu une crise énergétique de cette ampleur-là. Mais nous sommes en plein dedans actuellement depuis bientôt 2 ans. Moi je le dis comme ça, parce que ça n'a pas commencé maintenant. Mais ça va de mal en pire et c'est ce qui est regrettable. Parce que nous avons quand même vu, comme tout le monde, la sortie de la ministre de l'énergie qui, au lieu de venir nous proposer des solutions, est venue aussi dénoncer comme tout le monde. C'est la première fois d'ailleurs que je vois un ministre qui vient dénoncer comme un activiste. Elle aussi, elle dénonce. Elle dit qu'il y a des vols au sein de ces services à elle, parce que l'EDEM quand même c'est un service qui relève de Madame la ministre, mais c'est elle qui dénonce au lieu de donner des solutions, de proposer. Et pourquoi moi je pense que la ministre a fait une sortie ratée. Et c'est clair aujourd'hui pour tous les Maliens qui l'ont suivi ces jours-là, dire que le lendemain, dès demain, la situation va s'améliorer. Et aujourd'hui, depuis ces jours jusqu'à maintenant, nous voyons quand même une situation catastrophique, une situation jamais égalée au Mali. Donc c'est déplorable aussi. Elle parlait ces jours de 59 citernes qui auraient été détournées au sein du dépôt. Elle parlait aussi d'autres magouilles, mais sauf qu'elle n'a pas trop parlé de ces marchés de groupes électrogènes qui a été passé au sein de la structure. Ces 27 groupes qui devaient être acheminés au Mali, achetés en Turquie avec des caractéristiques données, avec des marques, des capacités de production, et qui
à notre grande surprise, on apprend que ces groupes-là ont été achetés au Nigeria. Donc, sauf que Madame la ministre n'a pas voulu aller au bout de ces investigations par rapport à comment ce marché-là a été passé. Et ce marché a été passé à quel entrepreneur, à qui précisément, qui a exécuté le marché et qui a détourné, qui n'a pas voulu aller en Turquie et partir au Nigeria. Qui l'a fait? Qui est responsable? Ces jours-là, madame disait qu'au sein de son service, ils ont identifié, c'est-à-dire les coupables et que la justice va sévir. Et ces jours-là, aujourd'hui, on n'a entendu aucun nom, on n'a entendu aucune interpellation. C'est pourquoi je dis, madame la ministre est venue se balader sur le plateau de l'Europe en faisant des dénonciations et non en apportant des solutions. Et nous l'avons vu après. Parce que tous les Maliens se sont dit quand même que oui, si des citernes ont été détournés, ce qui est sûr, ça veut dire que ceux qui ont les marchés, les entrepreneurs, les opérateurs qui ont les marchés de l'EDEM par rapport au carburant, sont les responsables. Nous sommes dit cela. Et nous voyons quelques jours après, madame la ministre elle-même, en face de ces opérateurs, de ces fournisseurs de carburant, et aussi elle a tenu une rencontre avec eux. Au même moment où les Maliens s'attendaient à ce qu'on voit certains de ces fournisseurs-là devant les barreaux, non, c'est le contraire qui se passe. Nous le voyons en face de madame la ministre qui d'ailleurs fait même d'autres propositions à ces opérateurs-là. En termes de recadrage, en termes de... Elle parlait de 800 fournisseurs pour l'EDEM, pour le pétrole. Elle a retenu 4 fournisseurs, 2 pour le carburant gasoil et 2 pour le fioul. Donc moi je pense que est-ce que de ces jours à aujourd'hui, la situation s'est améliorée par rapport à la fourniture de l'électricité au Mali? C'est non. Parce que à Bamako, par exemple, nous connaissons chaque jour des coupures incessantes d'électricité et pratiquement dans tous les quartiers. C'est tout le monde qui se plaint de ça. Ce n'est pas un endroit donné. Je pense que les syndicats aussi, on les a écoutés. Quand madame a accusé des agents de vol ou des agents de négligence, de ne pas être des agents assidus qui sont intéressés par leur travail, nous avons aussi vu un syndicat qui a rétorqué, un syndicat qui est sorti aussi avec des arguments. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que madame la ministre, en disant que demain la situation va s'améliorer, l'a dit parce qu'elle avait elle avait pris des mesures par rapport à cette décision, ou bien est-ce que ce sont les agents qui, à travers les syndicats, se sont révoltés contre madame la ministre depuis ces jours-là, en ne fournissant pas d'électricité à la population, ou en laissant la situation se dégrader et porter le chapeau à madame la ministre? On se pose énormément de questions. Mais une chose est claire, moi dans ma tête, cette situation est dramatique, cette situation, si on se réfère aux informations que nous recevons de nos hôpitaux, et même Gabriel Touré, où on a entendu que les opérations des patients, des malades, ont été reportées à cause des coupures d'électricité. Là, ça fait peur. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une situation dramatique, parce que là, il s'agit de la vie humaine, il s'agit des vies humaines, des vies maliennes, bien sûr. Donc nous sommes tous interpellés, mais en premier lieu, les autorités de la transition. Et ce que d'aucuns ne disent pas, c'est une réalité. Et si la situation vient jusqu'à ces points-là, ce n'est pas un agent qu'on accuse, ce n'est pas un agent de l'EDEM. Et d'ailleurs, les agents sont actuellement en insécurité totale. Moi, j'ai été appelé il y a 3 jours, j'ai été appelé de Gao, bien sûr, par des agents de l'EDEM qui ont reçu des menaces graves venant des porteurs, selon eux, des porteurs d'uniforme, pour les menacer de fournir 24 heures sur 24 de l'électricité, alors qu'ils ne sont pas capables, ce n'est pas eux le problème, ils n'ont pas les moyens. Et ceux qui ont les moyens, nous les connaissons tous. Donc interpellons ceux-là qui sont en charge de la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, si on doit interpeller quelqu'un par rapport à cette situation d'énergie, d'électricité, c'est bien le président de la transition, Assimi Goïta, et non un agent de l'EDEM qui est là chaque 8 heures ou chaque 7 heures jusqu'à 17 heures ou souvent même jusque dans la nuit
pour faire son travail. Mais lui, il est mis en mission avec des moyens. Si ces moyens-là ne sont pas... Le problème actuel du Mali, c'est un problème financier. C'est un problème financier. Il faut le dire. N'ayons pas peur de dire les mots. Du gasoil, du fioul, il faut l'acheter. Et s'il n'y a pas de liquidité pour le faire. Et nous avons vu la loi des finances 2024, nous avons vu que les départements ont reçu tellement de dotations en termes de moyens, en termes de budget pour 2024. Mais est-ce que avons-nous fait une comparaison entre certains départements ministériels qui ont réussi dans la programmation de la loi des finances 2024, le budget qu'ils ont réussi, et comparer cela au ministère de l'énergie et de l'eau? On l'a fait. On l'a comparé le budget de certains départements à celui de la santé, du ministère de la santé. On a fait cette comparaison-là entre le budget de certains départements et le budget du ministère de l'Éducation. Voilà des secteurs clés qui font bouger l'économie, qui font que les populations ne vivent pas de la précarité. Et voilà ces questions qu'on ne se pose pas. Moi, je pense aujourd'hui que les autorités de la transition ont échoué par rapport à la fourniture d'électricité au peuple malien. Ça, il faut le dire. Il faut que le président de la transition, étant le premier responsable, prenne ses responsabilités et annonce des mesures. Parce que jusque-là, le citoyen lambda ne comprend pas que nous sommes arrivés à ce niveau sans que le président de la transition ne sorte pour expliquer aux Maliens ce qui se passe. Parce qu'on a dépassé le stade du ministre, des ministères. On est arrivé au stade, même on a dépassé le stade du Premier ministre, qui jusque-là aussi n'a pas dit un mot par rapport à cette situation. Et nous l'avons compris. Moi, quand même, je ne m'attends rien du Premier ministre parce que je sais très bien qu'il n'a pas de programme d'action gouvernementale. Quelqu'un qui n'a pas de planification ne peut pas prévoir des choses. C'est pourquoi j'ai dit au Mali actuel, ce qui va arriver demain, personne ne le sait. Il n'y a pas de visibilité dans la conduite de l'action gouvernementale. Donc que le président Assimi lui-même sorte et parle aux Maliens, nous disent ce qui ne va pas et ce qu'il faut pour améliorer. Je l'encourage et cette politique souvent, je l'ai dit, nous sommes face à une situation créée par l'État. Vous savez comment, moi je me dis, moi je suis un élu communal. Et souvent nous avons tout fait pour empêcher des mutations, tous azimuts, venant d'en haut, qui tombent sur nous. Nous, dans notre collectivité, il y a eu des enseignants qui sont venus vers nous pour demander des mutations pour aller dans des grandes villes, par exemple, pour venir dans la capitale à Bamako. Nous, étant des maires, nous avons refusé. Mais qu'est-ce qu'ils font ces enseignants? Un maire qui refuse de leur accorder cela parce qu'il faut aussi ton avis favorable sur leur dossier pour leur permettre d'acheminer les dossiers. Mais qu'est-ce qu'ils font ces enseignants? Ils contournent les maires, ils viennent à Bamako avec des manœuvres, des malices, ils arrivent à obtenir la mutation nationale. Et voilà des situations qui sont créées par l'État lui-même. Et qu'est-ce qu'on voit finalement? C'est Bamako qui est rempli d'enseignants. C'est les établissements de Bamako, les établissements publics de Bamako qui sont remplis d'enseignants. Et vous trouverez dans ces établissements des enseignants qui n'ont pas 6 heures par semaine. Et pendant que leurs collègues de Baniré-Koré en Euro du Sahel, leurs collègues de Sandaré dans la région de Euro du Sahel, leurs collègues de Yoroso à Koutchala, et ont 18 heures, 24 heures par semaine. Mais ceux-là qui viennent en nombre comme ça à Bamako n'ont pas plus de 6 heures. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont beaucoup dans les établissements publics. Ça, c'est une réalité qu'il faut régler. Et c'est ce qui fait que généralement, l'État aussi, dans ses manœuvres, oriente chaque fois des élèves dans des établissements privés et ces enseignants qui viennent des localités, des régions, des cercles, des communes, aussi viennent à Bamako. Il y a un pléthore à Bamako. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donner des cours privés dans des établissements privés et prendre cet argent en plus de leur salaire que l'État leur octroie chaque mois en tant que fonctionnaire des collectivités. Voilà des situations qu'il faut régler et définitivement dont l'État n'est pas étranger, parce que c'est lui-même qui crée ces situations-là. Nous, étant des élus au niveau de nos communes, nous avons tellement de problèmes par rapport à ça. Nous avons des établissements scolaires publics qui n'ont pas d'enseignants, pendant qu'à Bamako, il y a un pléthore d'enseignants.
chez moi, nous avons des établissements scolaires où il n'y a que le directeur qui est le seul enseignant de l'école. Le directeur, il est seul, il peut gérer 3 classes ou 4 classes. Il peut faire 1 heure en première année, il sort, il va faire 2 heures en deuxième année, l'après-midi, il fait la 3e année, etc. Un seul enseignant pour un établissement primaire. Donc voilà des situations que l'État doit. Donc moi je pense aujourd'hui, l'État doit s'assumer, mais l'État doit payer aussi les subventions qui doivent être accordées à ces établissements privés, et l'État doit rentrer en négociation avec ces établissements privés, même si cette année nous n'avons pas orienté beaucoup d'élèves, nous n'avons même pas orienté d'élèves dans ces établissements, mais l'État doit savoir que nous avons des élèves qui étaient déjà là-bas, qui sont toujours là-bas. Il y a des élèves qui sont en 11e année, en terminale, en 10e année, mais que l'État a orienté les années précédentes, qui sont là-bas. Donc ces grèves-là vont les affecter aussi. Et aussi, ces grèves-là vont affecter d'autres élèves qui sont aussi des Maliens, mais qui n'ont pas été orientés par l'État, mais qui sont des privés qui payent les études dans ces établissements privés. Donc l'État est le garant, en tout cas, puisque la Constitution est claire là-dessus. L'éducation est un droit fondamental accordé à tous les enfants du Mali. C'est vrai, il y a un processus de désengagement, de retrait des forces de l'aménagement qui a été acté par la résolution 2690 des Nations Unies depuis le 30 juin 2023, qui a demandé de façon progressive, mais en bon ordre, organisé aussi de façon coordonnée, que ces troupes-là repartent du Mali. Voilà. Donc il y a un calendrier qui a été établi entre l'aménagement et les autorités maliennes. Et ce calendrier existe. C'est pourquoi moi, à chaque fois que j'aborde ce sujet, je le dis clairement que l'État malien est dans son rôle. Et dans son rôle de poursuivre, c'est-à-dire de remplacer les forces onusiennes partout où ils étaient. C'est-à-dire les emprises de l'aménagement doivent revenir à l'État malien. Ça, quand même, je suis catégorique là-dessus. Je soutiens le gouvernement par rapport à cet état de fait, parce qu'il y a une résolution des Nations Unies qui le demande, et une résolution des Nations Unies, et au-delà de nos accords ici, nationaux, parce que nous avons pris des accords ici. Il y a l'accord de la paix, par exemple, l'accord de paix pour la réconciliation ici du processus. Mais une résolution des Nations Unies, au-delà de cet accord, et que ce soit dans les autres localités. Nous l'avons connu d'abord au niveau des pairs, lorsqu'il y a eu la rétrocession des emprises, de l'emprise des pairs aux Fama. Il y a eu un combat dur là-bas pour récupérer ces camps. Et c'est regrettable, c'est malin, parce que ça ne devait pas se passer comme ça. En temps normal, c'est l'État, c'est les Fama qui récupèrent les emprises de l'aménagement. C'est ce qui est écrit dans la résolution des Nations Unies. Mais il n'est pas dit dans la résolution que ces emprises-là peuvent être données à quelqu'un d'autre, en dehors des Fama. Donc moi je pense que les Fama sont dans leur droit. Maintenant, le problème est que nous avons 3 à 4 positions, c'est-à-dire 3 à 4 secteurs. Le secteur nord, qui est constitué par les emprises de Tessalit, de Aguelor et aussi de Kita. Il y a le secteur est, qui est aussi composé des emprises de Menaka, de Ansongo et de Gao. Et il y a le secteur ouest qui est aussi composé de Tombouctou, les emprises de Tombouctou, de Ber et de Gunda. Et aussi il y a le secteur centre qui est constitué de Ogosagou, les emprises de Ogosagou, mais aussi les emprises de Mopti. Nous le savons très bien. Mopti, il y a en tout cas un camp municipal qui est là-bas. Et aussi, il y a Bamako. Donc, parmi tous ces secteurs, quel est le secteur qui est très convoité, qui suscite beaucoup de paroles? C'est le secteur nord. Nous l'avons vu. L'armée a engagé une offensive terrestre pour aller vers Tessalit, mais elle a été stoppée au niveau de Anefif. Et depuis ces jours, l'armée est à Anefif. Il a fallu que l'armée utilise ces vecteurs aériens
pour transporter ces éléments à Tessalit par vol et pour la rétrocession de l'emprise de l'envahissement de Tessalit. Nous l'avons vu. Mais pour Aguelor, nous avons vu, les Nations Unies ont quitté Aguelor sans que l'armée ne soit à Aguelor. Et à ces jours, on ne peut pas dire que Aguelor est sous le contrôle des FAMA, puisque les FAMA n'y sont pas, et aussi les forces du CSP aussi n'y sont pas. Et à Kidal, on a vécu la même situation. L'aménagement s'est retiré de Kidal, mais bien avant, il y a eu les 200 militaires maliens de l'armée reconstituée qui étaient à Kidal et qui ont été obligés de revenir à Gao parce qu'il y avait une insécurité, il y avait de la menace et l'aménagement est sorti de Kidal. Le CSP est là-bas. Mais moi, je voudrais bien qu'on fasse une nuance de la situation et qu'on fasse attention. Je suis pour que l'armée récupère toutes les emprises de l'aménagement de façon sécurisée, de façon moins risquée, et de façon aussi à préserver les vies humaines. Je ne suis pas ces Maliens qui soutiennent, en tout cas, que l'armée utilise la force pour récupérer une ville. Je ne suis pas de cet avis. Parce que quand on utilise la force pour récupérer une ville, on doit s'attendre à ce qu'il y ait des dégâts collatéraux. Ça c'est clair. Et puis humains. Des dégâts humains, nous l'avons dit. Puisque ces derniers jours, on voit que l'armée effectue des frappes à l'Équidal. On dit précisément, dans l'emprise qui a été laissée par l'aménagement, les frappes sont ciblées à ce niveau-là. Sauf que nous avons vu des blessés, des corps ailleurs, faufilés sur les réseaux. Dieu seul sait la véracité de ces informations, mais ce qui est sûr quand même, je suis pour une armée qui récupère une ville et sans quand même, surtout que c'est une ville malienne et que c'est des populations maliennes qui vivent là-bas. Kidal, ce ne sont pas que ceux qui prennent des armes contre l'État. Il y a des Maliens, les Kidal, qui soutiennent le Mali. Il y a des Maliens là-bas qui vivent le Mali, qui respirent Mali. Donc faisons quand même attention à ne pas s'attaquer à les essais que nous avons une armée qui a réussi des formations, qui a fait des études et qui ne va pas s'adonner à des exactions, à des atrocités, qui va aussi préserver les vies humaines. Donc nous le souhaitons et nous soutenons l'armée dans la reconquête du territoire national, surtout en ce qui concerne mon parti, les RPM. Mais nous veillons à ce que aussi cela soit fait dans le respect strict des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, mais que ce soit aussi sans effusion de sang et puis à ne pas s'attaquer aussi à des endroits où, habités par des populations civiles, puisque nous aspirons régner sur l'étendue du territoire, nous aspirons diriger des populations, mais on ne doit pas s'attaquer à des populations que nous voulons diriger. Et c'est pourquoi moi je souhaite qu'on récupère Kidal, mais qu'on le fasse de façon en tout cas apaisée, de façon à ne pas créer en tout cas d'autres choses et qui vont nous créer des situations. Parce que cette situation de Kidal, il faut aussi le dire, ça a enduré et ça a perturbé tous les dirigeants maliens. Tous les présidents du Mali qui sont venus avant cette transition ont eu des problèmes par rapport à Kidal. Donc cette situation, on doit la régler définitivement, mais pas par la force. Moi, ce n'est pas mon avis. Et nous devons aussi comprendre que ces responsables des rébellions et autres là, qui parlent sur les réseaux, qui font des communiqués, souvent ne sont même pas dans la ville de Kidal. Donc si on ne fait pas attention, on va s'attaquer à des innocents. Ça aussi, il faut le dire. Moi, je me rappelle en 2012, 2013, le Moussa Agater, qui est actuellement ministre de l'État malien, était l'un des responsables des rebelles. Et à l'époque, il sortait sur les chaînes, il faisait passer des messages, des menaces envers les autorités, l'armée malienne à l'époque. Mais il était où? Il n'était pas à Kidal.
À cette époque-là, il était en Europe, là-bas, dans les grandes villes, et il faisait passer des messages. Mais si on n'arrive pas à décortiquer ces choses-là, à comprendre ces jeux-là, ces mécanismes-là, finalement, on va s'attaquer à une ville où ceux-là qu'on cherche ne sont même pas dans cette ville. Donc c'est pourquoi c'est si pour qu'on aille. Et nous savons aussi que la voie terrestre, là, il y a beaucoup de risques par rapport. Il y a l'insécurité. J'ai vu le porte-parole des Nations Unies, il y a 3 ou 4 jours, qui aussi a laissé un message faisant entendre que lors de leur retrait, les éléments de l'aménagement qui ont pris la route de Kidal vers Gao ont eu des difficultés. Des véhicules ont sauté sur des mines. Et il y a eu beaucoup de blessés, au nombre de 22 blessés des éléments des Nations Unies qui ont effectué leur retrait l'autre jour. Donc ça voudrait dire quoi? Nous, notre armée, c'est pourquoi l'armée, depuis qu'elle est à Néfif, a pris une pause là-bas et a utilisé les vecteurs aériens. Parce que nous savons très bien que la voie terrestre là est minée. Et si c'est miné, c'est très difficile d'accéder à Kidal. Donc c'est par voie aérienne. Et sachant très bien que c'est par voie aérienne que nous pouvons accéder à Kidal aussi, ces éléments qui ne sont pas pour cette rétrocession à l'armée malienne des emprises de l'aménagement ont aussi dégradé la piste d'atterrissage de l'aéroport pour empêcher aussi aux avions d'atterrir à Kidal. Donc il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de ça, mais je voudrais quand même que les emprises soient rétrocédées aux FAMA, à nos FAMA, mais de façon à ce que, en tout cas, nous récupérons une ville de Kidal apaisée, une ville de Kidal entièrement, une ville de Kidal non détruite, une ville malienne de Kidal. Depuis le début de la transition, nous avons été clairs, et moi je le répète, mon parti, nous avons voulu accompagner la transition pour sa réussite. C'est ce que nous avons dit. Pas accompagner de façon aveugle la transition, mais accompagner. Pourquoi d'aucuns nous accusent de ne pas être un soutien à la transition? Vous avez dit, mais moi je ne suis pas un soutien à la transition, moi j'accompagne la transition pour sa réussite. Bon, maintenant, ça dépend de quel vocabulaire chacun utilise. Soutien veut dire quoi? Ce soutien veut dire être là à applaudir même si ça ne va pas. Ce soutien veut dire sortir chaque jour pour dire vive Assimi, vive Sadio, vive Sogel. C'est ça soutien? Non, nous, notre soutien c'est quoi? C'est aussi rectifier les tirs. Notre soutien c'est quoi? C'est permettre aux autorités de respecter leurs engagements. Notre soutien c'est quoi? C'est empêcher aux autorités les violations des textes et des lois qu'elles-mêmes à dénoncer des pays. Donc voilà le soutien que nous voulons apporter à la transition, mais surtout il faut qu'on se dise certaines vérités. Au début de la transition, nous l'avons dit, une transition n'est pas faite pour durer dans les temps. Tous les problèmes actuels du Mali, c'est le fait que notre transition veut durer dans les temps. C'est le fait qu'il y a des arrivistes, c'est le fait qu'il y a des gens qui peut-être pensent que si ce n'est pas une transition, ils ne peuvent pas être dans des responsabilités qu'ils occupent aujourd'hui. Donc ceux-là ne veulent pas de la fin de la transition. Et tant que nous ne sortirons pas de cette transition, c'est des problèmes seulement qui font. Nous ne le souhaitons pas, mais c'est une réalité que nous sommes en train de vivre. Nous sommes arrivés, c'est-à-dire à gâter des relations historiques avec des partenaires clés. C'est une réalité. Cette crise énergétique que nous vivons aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a un voisin d'à côté, qui est un voisin sincère, qui est un voisin il y a un lien historique entre nos deux pays, qui est la Côte d'Ivoire, qui nous fournissait en électricité. Mais il y a aussi des impayés par rapport à ça. Mais nous sommes arrivés avec nos rêves de révolutionnaires, de panafricanistes, je ne sais quoi, à aussi fâcher des voisins qui sont proches, et à aussi casser des relations historiques que nous-mêmes, nous ne sommes même pas capables de nouer de telles relations, mais nous sommes arrivés quand même à les casser, à les stopper. Donc moi je pense qu'il y a une communauté internationale qui est à nos trousses parce que nous sommes dans une transition. Il y a une communauté
plus proche là, la CEDEAO, qui aussi est contente de nous parce que nous ne respectons pas des engagements. Donc voilà, moi, la seule solution que je propose aux autorités de la transition, c'est de mettre fin à cette transition qui n'a que trop duré et qui n'a plus rien à proposer aux Maliens. Moi, c'est mon avis personnel. Je pense que cette transition a montré ses limites et que la durée est contre la transition. Proroger cette transition, moi je dirais même que c'est une situation qui jouerait contre les autorités elles-mêmes. Elles feront du bien au peuple malien en allant aux élections, en organisant les élections, en permettant au peuple malien d'accorder sa confiance à celle ou celui qui va désormais diriger cet État et nous sortir de cet embroglio-là que nous vivons actuellement. C'est de vous remercier aussi d'interpeller les autorités de la transition par rapport à toutes ces crises que nous venons d'aborder et aussi attirer leur attention sur la situation du centre du Mali. Cette offensive sur le Grand Nord nous a fait oublier, nous, peuple malien, souvent tout ce qui se passe actuellement au centre du Mali. Dans les raisons des Mopti, des Bandiangara, il se passe énormément de choses. J'ai pris beaucoup pour notre pays. Il y a juste avant-hier 3 cars remplis de passagers qui ont été enlevés par des terroristes dans ce secteur-là, Bankas, Bandiangara, précisément vers Parou. Et c'est des situations invivables. Donc j'attire l'attention des autorités sur les centres aussi, à ne pas oublier les centres. Et aussi le cercle de Boni, qui est sous embargo, je peux dire comme ça, parce que si les habitants n'arrivent pas à vaquer à leurs occupations, à sortir, à entrer dans leur ville comme ils le veulent, ne soient même pas transférés dans ces localités-là, transportés là-bas, et que des malades sont obligés actuellement de ne revenir qu'à eux-mêmes et de ne même pas pouvoir se soigner convenablement. Ça, c'est des situations invivables. Donc j'attire l'attention des autorités sur tous ces aspects et aussi prier pour le peuple malien, que Dieu nous fasse miséricorde et nous fasse sortir de cette crise. La voix d'Afrique.